Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir en plateau, président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Sophie Chevalier d'être avec nous également. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management et à vos côtés Zakaria Darwish, responsable des solutions taux et crédits de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Revenons évidemment sur l'événement de la semaine, la décision et la communication de la Réserve fédérale américaine. Après une phase de rattrapage intensif qui s'est joué à coup de hausse de 75 points de base, 4 consécutifs depuis le mois de juin, il semble que la Fed entre peut-être dans une nouvelle étape de son processus de normalisation de sa politique monétaire. Le narratif se veut un peu plus subtil, j'ai l'impression, Zakaria. Alors il est plus subtil, mais en même temps, il est dans une confirmation d'une tendance de remontée de taux. On a eu quelque part un discours, je dirais, schizophrénique, parce qu'on avait un communiqué de la Fed qui peut être interprété comme un ralentissement de cette tendance de remontée des taux, et puis une conférence de presse de Jerome Powell, dans laquelle il explique d'une part qu'il est beaucoup trop tôt de parler de changement de cap, que les taux terminaux tels que le taux terminal tel qu'il est vu par les marchés financiers est beaucoup trop bas et qu'il est plus bas que ce que les membres même de la Fed pensaient. Donc ça laisse entrevoir qu'il y aurait un rehaussement des fameux dots à la prochaine réunion de la Fed. Et puis, globalement, la Fed est à l'aise avec le mouvement qu'il y a eu que sur les segments économiques, mais aussi sur les actifs financiers. Donc, quelque part, on a une modération, mais dans le sens où la Fed veut retrouver des marges de manœuvre pour ralentir ou réaccélérer, s'il le faut, sa normalisation de politique monétaire. Comment est-ce qu'il justifie, et on se garde bien effectivement d'employer une terminologie connotée dovish, puisque visiblement ça agace Jérôme Powell, cette histoire de pivot, à ce stade en tout cas, donc on va essayer de mettre ce terme de côté pour l'instant, mais comment est-ce qu'il justifie que la Réserve fédérale américaine, alors que aucun des indicateurs qu'elle suit ne montre un affaiblissement de l'inflation à ce stade. Tension sur le marché du travail, l'inflation dans les chiffres reste très élevée, l'inflation sous-jacente, les attentes d'inflation, notamment du côté des ménages à un an, sont toujours à des niveaux qui mettent en risque l'ancrage des anticipations d'inflation de long terme. Bref, le travail n'est pas fait. Comment est-ce qu'il justifie que la Fed soit néanmoins prête à envisager de réduire le rythme de ces hausses de taux, peut-être dès la prochaine réunion du mois de décembre? Alors, il met surtout en avant le fait que l'effet des hausses des taux d'intérêt est retardé dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'une hausse des taux d'intérêt maintenant ne va pas se voir tout de suite sur les chiffres. Mais encore une fois, il a vraiment plus mis l'accent pendant sa conférence de presse sur le côté, entre guillemets, hawkish, sur le fait que la Fed a encore du boulot à faire. Et effectivement, tout ce que vous soulignez comme indicateur pousse pour que ce mouvement continue. C'est plutôt cet aspect-là que l'on pourrait le plus retenir de cette conférence de presse. On voit effectivement que l'inflation ne baisse pas assez vite, l'inflation totale. L'inflation corps, elle continue de monter. Elle n'a pas encore atteint son pic. Les anticipations d'inflation, après avoir montré des signes de baisse, repartent. Donc, à long terme, on a des anticipations d'inflation à 2,9, donc à peine en dessous du seuil psychologique des 3% sur lequel la Fed avait déjà réagi auparavant. Donc c'est plutôt des signaux qui vont plus militer pour une continuation de l'augmentation. Après, effectivement, il y a des sujets qu'il a évoqués, il y a des sujets qu'il n'a pas évoqués. On peut penser aussi que les taux, aujourd'hui, sont bien au-delà des taux neutres. Donc ils sont déjà en territoire restrictif. Et puis on peut aussi citer, et ça... Pareil, on a manqué de détails là-dessus dans la conférence de presse, sur tous les problèmes de tuyauterie, sur l'impact sur le système financier en termes de fragilité financière. Les hausses de taux ne sont pas neutres dans ce contexte-là. Quoi qu'en dise Jérôme Powell, est-ce qu'on rentre dans le réglage final du niveau de restriction de la politique monétaire à 25 ou 50 points de base près, oui, clairement. Zakaria, par rapport à 400 points de base de hausse de taux en moins de 9 mois, est-ce que 50 points de base change quelque chose à la
big picture des marchés? C'est plutôt dans la communication, c'est-à-dire qu'au final, le signal qui est envoyé par la Fed est plutôt ne prenez pas beaucoup d'actifs financiers. C'est pas un pivot. De beaucoup de, je crois qu'il a dû le dire comme ça. C'est pas un pivot. Voilà, c'est le sujet de pivot. Si vous attendez de déterminer exactement le moment du pivot, en fait, vous vous trompez de question. Ce n'est plus un sujet de pivot, c'est plutôt un sujet de pendant combien de temps cette politique va rester à ce niveau-là. Et là, il y a un écart énorme, relativement important entre ce que dit la Fed et le pricing de marché. La Fed voit toujours des taux, elle ne voit pas de baisse des taux, alors que le marché price des baisses de taux à partir du mois de mai 2023. Donc là, il y a clairement... Là, il y a un décalage entre... C'est ce que veut repousser Jérôme Powell avec ce discours hawkish de la conférence de presse. C'est ce qu'il veut... Ne pas laisser s'installer dans le marché qu'à ce stade, il y aura peut-être des baisses de taux au premier semestre 2023. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, tout en installant que le taux terminal est un peu plus haut. Le pricing de marché a bougé environ de 4,7% à 5, à peine à plus de 5. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui va rester dans la durée. On y va plus lentement, mais on y va de façon sereine. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette petite piqûre de rappel de Jérôme Powell, Sophie? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui ont de quoi surprendre les marchés et les investisseurs? Alors, on n'a pas été réellement surpris. On a quand même retenu quelques éléments qui, même si la finalité de Jérôme Powell, elle était claire, et d'ailleurs, c'est la question qu'on se posait en amont. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va faire pour surprendre négativement les marchés, sachant que depuis 15 jours, les conditions financières ont commencé à s'assouplir, les marchés remontent un peu, les spreads de crédit se détendent, etc. Donc, comment est-ce qu'il va faire? Parce que son objectif était clair, donc il va devoir surprendre. Et il a réussi à donner encore une tonalité prudente, contraignante au marché, avec justement cette idée que dans la prochaine réunion, en décembre, il y aurait probablement une révision en hausse du point médian, donc du dot médiane. Qui était à 4,63 dans les dernières projections. De la vue médiane des membres de la Fed, ce qui nous amènerait probablement vers du 5,5. Enfin bon, en tout cas, donc le marché n'a pas fini son ajustement. Je pense que c'est l'élément clé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on considère qu'effectivement on va pouvoir redevenir plus positif sur les actifs risqués quand le marché obligataire aura fini son ajustement, c'est pas le cas. Mais il y a quand même un élément qui a été frappant sur la période plus récente, c'est qu'on commence à avoir un début de désolidarisation entre le marché des taux et le marché des equities. C'est-à-dire que le marché des equities commence à être un petit peu moins sensible aux tensions obligataires. Et ça, donc on est vraiment dans cette logique dérivée seconde qui est toujours le driver des marchés actions. C'est-à-dire que ce que vous mentionniez, c'est la question que vous posiez, c'est-à-dire qu'on est plus proche du point terminal maintenant, donc la question du cumul. Et c'est vrai que donc, le communiqué de presse faisait état du cumul des hausses de taux. Alors démenti par, je pense que ça montre qu'il y a quand même des dissensions au sein de la Fed. Il y a quand même certains membres de la Fed qui ne veulent pas être responsables d'un crash de l'économie, d'un ralentissement trop dur de l'économie. Donc il y a cette histoire de cumul, et ça c'est quelque chose de bien entendu plus positif pour le marché des actions, puisque on a deux niveaux de questions maintenant pour investir dans les actions. C'est est-ce que l'atterrissage, est-ce que la normalisation des taux est finie, et est-ce que du coup la normalisation des valos, puisque principalement une normalisation de valos. Donc, est-ce que ça c'est fini? Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un atterrissage doux? C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement, une légère récession, machin. Ça, c'est shallow recession, maintenant, ils disent. Voilà, ça, c'est payé. Aujourd'hui, les anticipations de résultats en 2023, c'est moins 10% aux États-Unis, donc c'est payé. Donc ça, c'est payé. Donc du coup, quasiment, si c'est ça, on peut racheter. Ça, c'est le base case. Ça, c'est le base case. Donc, est-ce que c'est ça? Ou alors, est-ce qu'on va vers un scénario d'atterrissage plus dur? Et là, auquel cas, c'est pas payé et c'est encore un peu prématuré de se positionner. Mais donc, on est vraiment à cette période un peu charnière. C'est intéressant, c'est très difficile de trancher parce que c'est vraiment la question de quelle est la trajectoire du core CPI, quelle va être la trajectoire du taux de chômage quelque part aux États-Unis pour piloter un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains signaux qui peuvent amener les participants au marché des actions à s'éveiller un peu, quoi. Frontonner un peu peut-être voilà. les prochaines décisions et les prochaines communications. Et c'est en ça que c'est différent de juillet. C'est-à-dire que ce qui est différent du rallye de juillet, qui bien entendu est arrivé à une fin... C'est mal terminé, oui. C'est mal terminé. Pour dire les choses. Voilà, c'est ça. Et ce qui est différent, c'est effectivement l'avancée qui a été faite sur la normalisation obligataire, enfin la correction obligataire. On est beaucoup plus avancé maintenant. Bon.
C'est une Fed qui élargit quand même son spectre d'analyse, en prenant en compte, donc on l'a dit, le cumul des hausses de taux déjà réalisées, le niveau de restriction monétaire atteint, l'inertie de la politique monétaire dans sa transmission à l'économie réelle, et donc une Fed plus attentive au développement économique et financier. Je retiens peut-être uniquement la partie dovish du discours, mais cette partie-là, elle existe aussi alors qu'elle n'existait pas avant. Yves. Qui est très intéressant. Moi, j'aime pas d'habitude commenter ce que font plus les journalistes, les commentateurs, la façon dont se passent les communications. Mais là, c'était quand même assez. Mais si, c'est intéressant, bien sûr. C'était assez révélateur, je trouve. En fait, il y a eu deux parties. Et d'ailleurs, lors de la première partie de la communication, qui était la communication, le message de la Fed, du board de la Fed, on a vu des marchés assez volatiles, mais réagir assez positivement pendant une demi-heure, une heure. Et ma lecture des choses, c'est que lorsqu'on est passé à la phase de conférence de presse, il y a eu quelques allusions effectivement au taux pivot. Et on a très nettement, enfin moi il me semble, senti que Powell voulait justement souffler le chaud et le froid. Il avait soufflé le chaud à travers ce communiqué qui effectivement nous indique que le navire est dur à manœuvrer, on se rapproche quand même des côtes et que là on va ralentir. C'est ça la réduction des problèmes. Risk management. Voilà. Sachant que moi, ça rejoint un peu, mais là, c'est ma lecture à moi et depuis très longtemps, c'est que de toute façon, personne n'en sait rien, et pas plus les membres du board de la Réserve fédérale, presque qui comptent, et dans tout ce qu'on commente, c'est une lecture très psychologique de la perception dont on a de ce qui va se passer et de ce que va faire la Fed. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans cette communication d'hier soir, c'est qu'il y a eu cette phase donc, de communiqué, qui effectivement était plutôt rassérénante pour le marché. Et puis la phase de réponse aux questions dans laquelle Powell, on a s'est senti obligé de durcir le ton et finalement quelque part a vraiment voulu limiter les surestimations, les surinterprétations du marché. Et c'est là que comment dirais-je, surtout le marché action d'ailleurs, plus que le marché obligataire ce soir, en particulier sur les titres de croissance, tech, etc., s'est mis à réagir et a fini en très forte baisse. Ça a commencé à mal tourner quand il a évoqué la possibilité d'un taux terminal plus élevé que ce que la Fed anticipait elle-même. Le marché était peut-être pas prêt à cette idée-là. C'est ça. Sachant que le taux terminal n'a cessé de progresser dans les anticipations depuis des mois et des mois maintenant. Dernière chose, parce que sur le fond quand même, ça fait peut-être des années qu'on parle que les banques centrales se préparent à un piège dans lequel, voilà, c'est ce qu'on commente aujourd'hui depuis quelques mois, elles y sont. Il faut bien avouer que surtout aux États-Unis, alors en Europe, on n'en est pas là, mais le mécanisme commence malheureusement un peu à se propager, à se construire. Le processus inflation est réellement là. Et c'est vraiment ce que Powell, les membres de la Fed ont réalisé il y a quelques mois, très tardivement, et qu'il faut effectivement lutter contre. Donc sur le fond, on est bien d'accord sur le fait que quel est le niveau de taux neutre, quel va être le niveau de stabilisation de l'inflation core dans les mois et années qui viennent, ça, très difficile à dire. Mais le sens de voyage est toujours très clair. Un vrai job de banquier central, c'est effectivement de faire ce que la Banque centrale et ce que fait Powell à travers sa communication et ses décisions de politique monétaire, c'est ce qui est réellement ce qui est en train de se mettre en place. Donc là, on est bien d'accord, avec comme limite de l'exercice. Là, je ne veux pas brûler peut-être d'autres questions, qui est la stabilité financière. Bien sûr que si. Qui, voilà, bon, ça, on a touché du doigt au Royaume-Uni il y a quelques semaines, etc., etc. N'oublions pas que si on fait de l'histoire des banques centrales, évidemment, le mandat, c'est d'abord, lutter contre l'inflation et donner de la crédibilité à la monnaie. Bon, c'est rajouter d'autres mandats aux États-Unis, mais en amont. C'était la mission de la Banque centrale d'Angleterre dès le début du 19e siècle, c'était de maintenir une stabilité financière, empêcher d'éventuelles crises bancaires, etc. etc. Donc c'est un grand débat en ce moment, puisqu'on a une forme de schizophrénie, on va réutiliser le terme, là, entre ce que font les banquiers centraux, surtout depuis maintenant un peu moins d'un an, et ce qui se passe au niveau des gestions des finances publiques, qui sont des leviers qui partent un peu dans des sens opposés en ce moment. Non, mais ce risque pour la stabilité financière, il commence
commence à être pris en compte de manière sérieuse. Il y a des papiers académiques, je crois que c'est la Fed de New York. Alors, on ne sait pas où est le taux neutre réel, on le saura a posteriori, mais on sait par contre que le taux qui permet de préserver la stabilité financière, ils appellent ça R double star, Oui. ce taux-là, il est sans doute inférieur au R star, qui est le taux neutre réel. Donc ça montre bien, effectivement, il y a un problème à partir d'un certain niveau de taux qui peut être celui de la stabilité financière. On est déjà dans cette phase-là, peut-être, Zakaria ? Oui, parce qu'on... À ce niveau de restriction monétaire, comme on le disait. Oui, clairement. Clairement, je pense que la Fed, finalement, elle est dans un exercice comme plusieurs banques centrales que vous citiez. Elle est dans un exercice difficile où il faut qu'elle remonte les taux pour lutter contre l'inflation, tout en gérant cette fragilité-là. Et c'est pour ça que peut-être on n'a pas un programme. Il n'y a que la BE qui se lance dans un programme de quantitative tightening. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les marchés ne sont pas... Le système financier tel qu'il est fait aujourd'hui n'est pas encore capable d'absorber ce type d'opération-là. C'est clairement ça. Et du coup, effectivement, c'est un exercice complexe de risk management parce qu'il y a des effets qui ne sont pas forcément anticipés. On peut aussi citer, par exemple, les taux sur les marchés monétaires, donc sur les taux courts, qui sont un mécanisme important en fait, de transmission monétaire. Ils ne suivent pas les taux directeurs en ce moment. Donc il y a un décalage qui se crée. Donc oui, vous pouvez monter les taux. Si ces taux-là ne se traduisent pas dans l'économie réelle, ça ne sert à rien. Ouais. Et du coup, là, on a ce problème aux États-Unis, on a ce problème en Europe, beaucoup plus d'ailleurs en zone euro, par excès de liquidité. Et en fait, du coup, la Banque centrale doit gérer ce problème-là également. Il y a des entraves à la transmission de la politique monétaire aujourd'hui. Tout à fait. Donc, par exemple, quand... effectivement, en fait, il y a plusieurs aspects de la politique monétaire qui font qu'on a ces problèmes-là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore écouter la Fed ? Oui, forcément. Mais est-ce qu'il faut écouter aussi d'autres banques centrales ? Bank of Canada, Royal Bank of Australia, Norges Bank. Elles ont toutes surpris de manière dovish. C'est-à-dire, sans prévenir ou sans guider le marché, ces banques centrales-là ont décidé de réduire d'elles-mêmes le niveau des hausses de taux, les dernières qu'elles ont délivrées. Encore ce matin, la Norges Bank qui fait 25 au lieu de 50 attendu par les économistes. C'est juste un problème de communication de ces banques centrales-là par rapport au marché, ou est-ce qu'il y a des facteurs communs derrière le Canada, l'Australie, la Norvège qui justifient peut-être ces mouvements moins au quiche de la part de ces banques centrales? Non, effectivement, il y a des spécificités à chaque économie qui font que certaines banques centrales sont plus enclins à ralentir le mouvement, quitte à les réaccélérer plus tard, plutôt que de monter tout de suite. Et effectivement, on évoquait le sujet de l'immobilier en l'occurrence. Sophie qui en parlait en pré-émission, c'est que, par exemple, aux États-Unis, le pourcentage des taux des immobiliers qui sont indexés sur des taux variables est extrêmement faible, ce qui n'est pas le cas par exemple, en Australie. Il y a des fragilités importantes aussi en Norvège, en Scandinavie en général même, et même en fait la Banque d'Angleterre, même en montant leur taux de 75 points de base, ils ont surpris avec le discours qui accompagnait, qui disait qu'eux aussi ils rentraient dans une phase de ralentissement de ce resserrement monétaire, en citant notamment les prêts immobiliers. Donc il y a la vulnérabilité des marchés immobiliers et des spécificités locales qui poussent les banques centrales à être un peu moins agressives. Voilà, tout à fait. On peut le dire comme ça. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on les entend un peu plus, parce qu'en ce moment, sujet, ce sont les banques centrales, mais on les entend encore plus. Et donc là, on peut vraiment parler de pivot dans la conduite de la politique monétaire, parce qu'on est plutôt dans un mécanisme et d'ailleurs la BE l'a souligné de façon assez surprenante, qu'ils étaient prêts à faire une pause dans leur hausse de taux avant de continuer. Et c'est une autre. Et ils repoussent le taux terminal. Enfin, ils sont contre le pricing de marché du taux terminal au Royaume-Uni. Enfin, la Banque d'Angleterre estime que ce taux anticipé par le marché est trop élevé par rapport à ce qu'il sera réellement. Voilà, exactement. On a toute la palette. L'inverse de la Fed, de ce point de vue. Oui, exactement. On a toute la palette sur les banques centrales en ce moment. La Norvège a confirmé ce taux terminal. La BE en dessous, la Fed au-dessus. Voilà. Moi, je note dans les price action, les réactions de marché,
pivoter trop tôt, c'est-à-dire avant la Fed, c'est prendre le risque que votre monnaie se fasse à nouveau détruire. On l'a vu avec le dollar australien, là le sterling replonge immédiatement. C'est dur de pivoter avant la Fed. Oui, évidemment. Mais et on l'a vu aussi sur l'euro la semaine dernière. Bon, c'était pas un vrai pivot encore, j'en sais rien, du côté de la BCE, mais il y avait l'idée là aussi de pouvoir préparer le terrain à une communication moins agressive demain. Oui, mais les pays ont des enjeux locaux qui peuvent être différents, effectivement, de ceux des États-Unis. Et le marché immobilier américain est beaucoup plus sain cette fois-ci qu'il ne l'était dans la phase précédente. Et je pense que sinon, effectivement, la Fed serait aussi plus vigilante. Et il y aurait peut-être une approche un petit peu différente. Les leçons du mois d'octobre sur les marchés, et notamment sur les marchés actions. Sophie, vous avez engagé la discussion de manière rapide tout à l'heure, mais il faut y revenir, bien sûr. Comment on explique la vigueur du rebond action au cours du mois d'octobre ? Et je ne veux pas l'arrêter d'ailleurs à aujourd'hui, parce qu'il y a une petite séance de baisse de 0,5% sur les actions européennes notamment. Rebond qui s'est fait contre vents et marées, et malgré un niveau de taux encore assez élevé. Alors déjà, quelles sont les différences avec la séquence de juillet ? Parce qu'on est dans une phase qui ressemble un petit peu... Alors la question, c'est bear market rally ou pas bear market rally, c'est-à-dire un rebond de marché baissier relativement court. La principale différence, et c'est pour ça que je parlais de déconnexion, de début de déconnexion avec le marché des taux, c'est justement cette réponse du marché action. On a eu un bear market rally en juillet, mais avec une détente du 10 ans américain de 100 points de base. Là, il a suffi de 20 points de base de détente pour effectivement engager un rebond plus important. Alors, il y a un élément qui me gêne, moi, dans la lecture de ce mouvement, quand même, c'est le fait qu'on était en pleine période de publication. Et que, comme d'habitude, donc les entreprises ont guidé, etc. Le consensus était ajusté, et puis il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui ont fait mieux, qui ont rassuré, qui continuent, etc. Bon, moi, je trouve que ça rend la lecture un petit peu plus floue de ce mouvement-là. C'est-à-dire c'est toujours une difficulté quand même de lire en tendance pure, de lire en période de publication. On peut avoir quand même des effets, sachant que, comme on le disait en antenne, en fait, l'économie va bien. On n'a pas encore aujourd'hui de ralentissement franc de l'économie. Donc, les entreprises, même s'ils ont un discours plus prudent, même si on révise en baisse les anticipations, les résultats sont bons. Ah oui. Et une des raisons pour lesquelles les résultats sont bons, c'est aussi que les résultats, c'est du nominal. Oui. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'inflation. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, c'est une séquence un peu particulière. Quand même. Donc, je comprends. Je ne suis pas sûre qu'il faille... Il y a une forme d'illusion. Je ne sais pas si c'est une illusion, c'est une réalité en fait, mais je ne suis pas sûre qu'il faille surlire cette séquence en réalité. D'accord. Et pour moi, une partie de l'engouement, c'est plusieurs facteurs. C'est le fait que tout le monde est hors du marché. Donc c'est vraiment plutôt des questions de positionnement et de signaux techniques. Marché très survendu. Plus personne n'est long du marché. Toutes les enquêtes de confiance de positionnement des investisseurs, personne n'est dedans. Donc la fin de l'année s'approche, le market, le rallye de fin d'année, machin. Il y a une conjonction d'éléments qui sont des éléments de sentiment qui quand même sont plus favorables. On m'a dit qu'il y a une lassitude de la baisse. Ouais, honnêtement, c'est pas faux. J'ai trouvé l'argument assez poétique, mais on en a un peu marre, c'est vrai. Et puis il y a l'histoire dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est qu'on est quand même plus proche de la fin. Oui, c'est ce que vous disiez. Cette question effectivement de pilotage de la politique monétaire, une grosse partie de l'effort a été consentie et, pour l'instant, l'économie tient. C'est-à-dire qu'on peut le voir de façon de le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Une grosse partie de l'effort a été fait et l'économie tient. Donc, même si honnêtement la réunion d'hier et le message sur le terminal rate rend un petit peu plus difficile l'hypothèse de l'atterrissage doux, ça renforce plutôt un peu l'atterrissage doux. Oui, il le dit, oui. Ça reste navigable. On reste dans un environnement navigable du point de vue de l'investissement en actions et sur une consolidation déjà très substantielle. Donc bon, il y a du pour et il y a du contre. Je dis pas que... Moi, j'ai pas radicalement envie d'acheter, il faut être honnête. C'est un peu encore entre deux. Il y a des grosses incertitudes qui restent, mais... on a fait des progrès. Progresser dans ce sens-là. Des progrès substantiels, voilà. Comme le dit Christine Lagarde. sur le rallye action, Yves, la manière dont il s'est développé et la question des résultats des entreprises, je sais que c'est une question importante pour 2023.
Oui. Pour l'explication du rallye, je pense que Sophie a très bien décrit je décomposerai ça en 3 raisons, avec 2 variables explicatives traditionnelles, les taux, donc l'attente du marché, finalement, d'une inflexion des décisions de banque centrale, on l'a commenté, ce qui a permis d'ailleurs à un certain nombre de valeurs sensibles au taux, justement, de faire un bout de rattrapage. Les publications, effectivement, et c'est vrai qu'après un deuxième trimestre où on pouvait se dire les choses vont commencer à tourner un petit peu un peu difficilement le 3e trimestre, et finalement on a quand même un bilan globalement tant côté européen qu'américain plutôt favorable. Attention toutefois à ne pas surinterpréter effectivement les publications de chiffre d'affaires qui sont impactées par l'effet prix. Ouais. On voit des volumes en baisse. Il faudra regarder attentivement les effets marges, parce que là on a, et là il va y avoir des parcours très très différents selon les secteurs, et ces sociétés qui d'ailleurs vont souffrir, pouvoir impacter l'effet prix, mais vont aussi en souffrir, et puis d'autres qui vont d'ailleurs être pris dans des effets de tenaille. Et d'ailleurs, petite parenthèse, au niveau global de l'économie, là on parle de sociétés cotées qui arrivent à diversifier leur chiffre d'affaires, à bénéficier d'effets change. Dans l'économie, j'allais dire plus largement, on a affaire à beaucoup de petites sociétés qui, elles, vont, dans les mois qui viennent, vraiment pris en tenaille par ces effets de ciseaux sur leurs coûts, sans pouvoir les répercuter intégralement. Donc voilà. Mais disons que pour le marché financier, le marché action, on a eu un élément rassurant. Et puis le dernier élément qui n'est pas fondamental, mais qui est probablement l'élément principal qui explique ce rallye d'octobre, finalement, les 2 premières variables explicatives étant peut-être presque plus des prétextes, des explications, mais c'est l'effet technique. C'est-à-dire que cette lassitude dont vous parliez, Grégoire, on la mesure sur le marché. C'est le degré d'investissement dans les portefeuilles, c'est les ratios call-put sur le marché américain qui avaient atteint des points bas tels qu'on les a connus en mars 2020 ou pendant la crise financière de 2008. Il y a une forme de capitulation de ce point de vue-là. Une forme de capitulation. Même si on n'a pas vu la séance à moins 10. Il y en a eu une un petit peu plus aiguë, mais effectivement, beaucoup de gens sont sur leur faim parce qu'il n'y a pas eu un petit moment vous savez, lorsque vous avez un peu de surfroid dans le dos, parce que là, il y a vraiment décrochage de cours un peu ultime, une vraie panique. Mais peut-être parce que tout le monde l'attend, elle ne va pas se produire. Elle ne s'est pas produite, en tout cas, il y a quelques semaines. Donc voilà, cet élément technique, et puis une séquence quand même de forte baisse depuis la mi-août jusqu'à ce mois d'octobre. Donc finalement, un effet technique, tout simplement. Alors je sais que c'est moins rassurant pour des investisseurs fondamentaux, mais c'est à mon sens l'élément principal qui explique ce qu'on a vécu. Après, pour les mois qui viennent, évidemment, là, les choses vont être un peu différentes, à mon sens, pour revenir à la première question, en ce sens qu'on devrait, on en a parlé, commencer à voir un peu le bout du tunnel sur les effets de politique monétaire sur la valorisation des actifs longs. En tout cas, ça va jouer, mais de moins en moins. C'est déjà ce qui se passe sur le marché. Et avoir de plus en plus, d'interrogations, secteur par secteur, valeur par valeur, sur les attentes de progression des résultats, s'il y a progression de résultats. Parce que moi, j'ai calculé qu'on était plutôt à une valorisation sur les actions en zone euro qui anticipe une dégradation de 20 à 25% des résultats en 2023. Mais c'est pas mal. Le PE, voilà, donc d'un strict point de vue de l'évaluation en Europe, on peut dire... on a de la marge quand même. Voilà, on a de la marge. On est sur, si on se tient à la valorisation, le marché est attractif. Après, il faut regarder d'autres éléments pour juger de l'opportunité de rentrer sur le marché. Parce que factuellement, l'économie va bien, mais elle décélère. Et la crainte qu'on pourrait avoir, peut-être pour... peut contredire ce qui a été évoqué, c'est craindre un effet ketchup quelque part. L'effet ketchup, vous savez, vous tapez sur le dos de la bouteille pour avoir un peu de sauce, et puis ça vient pas. Puis d'un seul coup, la moitié de la bouteille tombe dans le plat de spaghettis parce que c'est l'effet retard. Ce qu'on a vécu avec l'inaction des banques centrales face à l'inflation, c'est ce qui pourrait peut-être se produire si M. Powell durcit le ton trop longtemps à un moment donné où l'économie montre des signes de fragilité. Donc voilà, l'horizon 2023 en termes de résultats, en tout cas, il va être moins bon que de façon certaine que 2022. On a déjà un acquis de la valorisation intègre déjà une baisse
Voilà. substantielle des C'est moins vrai aux États-Unis où là, Ah ouais. les valorisations sont plus élevées, mais on est dans un contexte différent, une économie plus dynamique, un levier plus fort, et puis des secteurs qui sont malgré tout à long terme sur des niveaux de croissance plus élevés aussi. Bon, sur le plan de l'investissement, et je me tourne vers vous pour commencer, Zaghria, parce que depuis quelques semaines, on ne parle plus que des produits à taux fixe, le retour du monétaire, les stratégies crédit, buy and hold, les fonds datés, etc. Tout ça retrouve un intérêt incroyable qu'on n'avait plus vu depuis des années. Cet intérêt, il se confirme, vous le confirmez, Ah oui, Zaghria? oui, clairement. Oui, clairement. Bah, déjà, sur les fonds monétaires, vous payez 50 points de base pour garder votre argent à zéro risque. Aujourd'hui, vous êtes payé pour le mettre dedans. Donc, ça retrouve de la valeur. Et même n'importe quelle personne physique. Normalement constitué, Voilà. devrait Aujourd'hui, vous mettre mettez son de argent sur du monétaire. Voilà, vous mettez votre argent sur du livret A, c'est un bon investissement sans risque. Donc effectivement, il y a. Bon, il y a en cette logique. réel, c'est pauvre, hein, ça reste pauvre, hein, mais Oui, mais en valeur réelle, mais oui, mais au début de l'année, il n'y a pas si longtemps, c'était encore plus pauvre. Ouais, Le réel j'entends. était encore plus négatif. Donc ça, c'est le premier point. Sur la partie fonds à échéance, en fait, on retrouve vraiment la même logique de valorisation. C'est-à-dire aujourd'hui, vous regardez le marché de crédit. Les taux implicites de défaut, ça intègre en fait déjà un scénario de récession. Modéré certes, modéré, tout est relatif. Grosso modo, on s'attend à ce qu'une entreprise sur 10 du segment investment grade fasse défaut et 1 sur 3 du segment high yield qui fasse défaut dans les 5 prochaines années. Donc en fait, ça intègre déjà un scénario assez noir. Pas le pire, mais assez noir. Donc, la différence entre le marché, la spécificité du marché obligataire, c'est quand vous faites un investissement, vous avez une échéance. Ouais. Alors on vous rembourse, soit vous avez un défaut de l'émetteur, Ouais. soit vous êtes remboursé. Mais par contre, sur le chemin, vous avez de la volatilité qui est liée à plusieurs facteurs. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, vous mettez de l'argent dans un segment investment grade, qui est donc le crédit de meilleure qualité, sur 5 ans, vous avez grosso modo un rendement de 5 à 6%. Ouais. Ce qui fait que ça retrouve de la valeur, c'est un segment qui retrouve de la valeur, là où en fait, les taux d'intérêt nominaux étaient extrêmement faibles, voire négatifs, à cet horizon, et où en fait, les primes de risque de crédit, en début d'année, ne rémunéraient pas le risque qui est pris. Ouais. Ce qui fait que, effectivement, en termes d'allocation, ça semble être en tout cas sur le papier, un très bon investissement. Le bémol, c'est que si en 2023 on rentre dans une récession profonde, eh bien en fait ce type d'investissement est très sensible à cette conjoncture-là. C'est-à-dire, c'est comme les valorisations sur le marché action ou sur n'importe quel actif financier. Ouais. C'est pas parce que la valorisation juste est à un certain niveau que en fait, le prix va converger là-dessus. Ouais. Si vous avez que des vendeurs et pas d'acheteurs, eh bien sur le chemin, vous pouvez avoir des baisses marquées. Mais à l'échéance, vous avez une échéance et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'investisseurs qui se tournent vers ce type de stratégie. Ouais, on lock, on verrouille du rendement régulier là, sur parfois plusieurs années, 5, 6, 7 ans peut-être, quand on est prêt à prendre ce risque de duration aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Pourquoi on est prêt à retourner sur le crédit et pas encore sur les actions, Sophie? Ouais, en fait, c'était très bien décrit par Zacharia. Il y a un confort intellectuel à aller toucher un coupon à 6, 7, 8%. Après, il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Hein. Une entreprise qui est classée au rendement, c'est pour une bonne raison. Et alors, l'investment grade, c'est quand on va tangenter le haut rendement quand même, du 6%. C'est pas sur la meilleure catégorie d'investment grade, parce que sinon, on ne touche pas du 6. Il faut aller tirer quand même un peu l'échelle de risque. À 5, 6, 7, 8 peut-être, sur du 6, 7, 8 ans. Entre 5 et 6%. Il faut aller tangenter le haut Ok. rendement pour toucher du 6. C'est pas la partie la plus clean. Donc ça, faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que la question versus ces actions, elle est bonne. Donc on voit que c'est vraiment une question de confort intellectuel, parce que quand on achète un indice comme le CAC 40, on achète des boîtes qui, pour le coup, paye un crédit pas plus haut que le taux sans risque de la BCE, parce que c'est du LVMH, du Sanofi, du machin. Ils sont moins chers que l'État français généralement, ces boîtes-là. C'est un problème de gisement, c'est-à-dire que c'est un confort intellectuel parce qu'on sait qu'on va être remboursé, on suppose qu'on va être remboursé à l'échéance et qu'on a cette impression de coupon, donc c'est sympa, c'est vrai que c'est un côté un peu sympa. Il ne faut pas oublier que le gisement qui est derrière n'est pas forcément si qualitatif que ça, et que si on a un véritable accident cet hiver en Europe, ça va pas forcément être si fantastique que ça. Mais je dirais que quand on porte à l'échéance,
et que si le produit est relativement bien conçu, c'est assez confortable. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une question de confort intellectuel. Après, il y a une perte d'opportunité. C'est-à-dire que si ça va si bien que ça, et que les spreads de crédit se resserrent beaucoup, les actions vont faire beaucoup mieux. Donc après, c'est une question de confort intellectuel, et parce que souvent, les porteurs, comme nous non plus, on n'aime pas trop ça, hein, mais c'est la vol. Oui. Que les actions sont très volatiles. Les actifs crédits, surtout quand on achète des fonds à échéance, on ne regarde plus. On a vu la volatilité des taux cette année. Oui, mais quand on achète un fonds à échéance, on dit qu'on va toucher son coupon. Oui. On n'y pense plus trop. Voilà, donc il y a une perte d'opportunité potentiellement versus les actions et versus l'inflation. Et puis, il y a effectivement le risque d'un atterrissage dur de l'économie où, là, même si on price déjà un ralentissement, c'est le cas des actions aussi. Hein, vous disiez 20 à 30% de contraction des IPS en Europe. Voilà. Voilà. Donc il y a ces éléments à prendre en ligne de compte. Nous, en mark-to-market, c'est-à-dire est-ce que dans une alloc on met du crédit? Pas encore. Ah ouais. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais parce que nous, on se soucie du mark-to-market. C'est-à-dire qu'on est embêté par le fait qu'effectivement, il y a encore un risque. Ça puisse baisser encore un peu. En termes d'activité économique dans les mois à venir. Bon, après, à ce niveau de rendement, Zaccaria, même si c'est des rendements qui couvrent un scénario de récession. Ça dépend du nombre de défauts. Oui, moderne. Enfin, 1 sur 3 dans le high yield à 5 ans. Justement, si on compare. Il y a un peu de marge pour, même en cas de scénario plus délétère, ces rendements-là, ils offrent déjà un peu de coussin quand même, j'imagine. Ah oui, mais clairement. Parce que pour donner juste un peu de perspective, sur le segment high yield, historiquement, c'est du 10% en fait, de taux de défaut. D'accord. Et sur l'investment grade, c'est moins de 0,5%. Pour donner un peu de perspective par rapport au taux de défaut qui sont implicites. Effectivement, en fait, ce type de produit, ça va être vraiment idéal pour les investisseurs qui ont un horizon de placement et sur lequel, effectivement, ils sont moins sensibles au chemin pour aller à l'horizon. L'horizon, il est plutôt, voilà, en termes de rendement, on a alloqué quelque chose. Il y a un risque sur ce rendement, effectivement, qui peut être lié au défaut. Mais globalement, ça reste la capacité de loquer un rendement à un certain niveau, ça reste quand même quelque chose qui est assez spécifique, unique pour ce moment-là. Yves, en matière d'investissement, alors on a prononcé l'éloge funèbre des GAFAM la semaine dernière. Non, mais alors, est-ce que vous voulez apporter votre contribution à cet enterrement de première classe? Non, mais l'idée, ça fait quelque temps que les GAFAM vont moins bien et ne surperforment plus. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu également le ralentissement qu'on a pu voir dans la croissance, dans la perspective de profitabilité éventuelle, une certaine normalisation quand même de l'activité opérationnelle de ces groupes-là. Est-ce que oui, c'est une parenthèse qui est définitivement refermée? C'est dur de refermer une parenthèse qui a duré quand même 10 ans et plus. Les investisseurs peuvent se sentir un peu orphelins si les GAFAM ne sont plus. Je parle du statut boursier. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne fermerai pas la parenthèse. Je suis sur les marchés depuis pas mal de temps. J'ai souvenir que Apple... Des parenthèses qu'on ferme et qu'on rouvre, vous en avez vu, oui. Exactement. Mais exactement, parce que Apple, je regardais Apple entre son cours, là je fais référence à la phase de ce qu'on a appelé la bulle Internet et de son éclatement, entre son point haut de l'année 2000 et son point bas à peine 2 ans après, a reculé de 80%. Donc on a pu fermer la parenthèse quelquefois lors de commentaires qu'on n'a pas eu ensemble à l'époque, mais qu'on aurait pu avoir. Et donc c'est pour ça qu'il faut être assez prudent. Alors ce qui est clair... en l'occurrence, justement, cette parenthèse, elle s'est refermée pendant un cycle entre après, savez-vous quelle était la performance d'Apple sur les 20 années qui ont suivi, puisque ça c'est des 2002, c'est une multiplication par 1000. Oui, bien sûr. C'est astronomique. Mais c'est à partir quand même de l'époque QI que ça y est, là ça décolle. Évidemment, et il ne faut surtout pas pronostiquer des mouvements similaires dans les 20 années qui viennent sur ces grandes valeurs. D'abord parce qu'elles ont pris une taille considérable, en particulier Apple, mais aussi Microsoft qui a continué son parcours, Alphabet, Google. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que les valorisations, pour un certain nombre d'entre elles, étaient très élevées, que l'effet taux a eu un impact massif. Un élément qu'on cite trop peu souvent, mais qui est très important dans les flux, c'est que vous évoluez dans un monde de la gestion institutionnelle qui se réfère à des indices contraints par les capitalisations de marché, et chaque dollar ou chaque euro qui vient s'investir surpondère plus que de proportion les plus grosses pondérations.
Et c'est typiquement vrai sur le marché américain. Vous avez des très très gros instruments. Je pense à un très gros tracker sur le Nasdaq qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars, qui est concentré sur les valeurs tech. Et les flux de capitaux ont un impact aussi important sur les mouvements de ces titres. Et puis ce qu'il faut rajouter enfin, c'est qu'entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans l'avenir sur Facebook, Meta, sur Alphabet, Google et sur Apple, là on est sur des sujets en réalité très différents. Donc l'amalgame aussi, il faut s'en méfier. Il est vrai que toutes ces valeurs ont subi des retraits très très importants, et quand on regarde l'intégralité du marché des techs aux États-Unis et des géants de l'Internet, on est sur des reculs qui vont de 50-60% depuis 18 mois jusqu'à 75%. Ouais. Donc on est pour les déjà moins rentables. pour les Ouais, moins bien sûr. rentables. Oui. Donc on est dans un dégonflement. Puis après, il y a des sujets de plus long terme qui peuvent effectivement poser question sur le modèle des GAFAM, sur les plateformes Internet, sur la propriété des données des utilisateurs que certains acteurs se sont accaparés. Est-ce que tout ça va vivre à perpétuité? Sûrement pas, effectivement. Donc ça demanderait beaucoup plus de développement, mais effectivement, il y a des raisons fondamentales pour qu'on puisse se dire, dans certaines de ces histoires, les choses vont être plus difficiles à l'avenir. Il y a un risque de perte de statut, le pari de Zuckerberg avec Meta, voilà, pour l'instant, il ne convainc pas Wall Street, c'est le contraire même. Peut-être Wall Street a tort. Enfin voilà. Oui. En tout cas, l'environnement fait que la correction est fort logique. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.